et d'avoir encore une fois l'occasion de parler un peu d'Hervé Masson, de notre ami. Et cette fois-ci, j'ai choisi de vous parler de ce peintre qui a été aussi un écrivain, et surtout, non pas tellement du contenu même des ouvrages d'Hervé Masson, car ils sont à votre disposition, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce peintre a été amené à écrire pas seulement des livres, mais à écrire déjà, dans un premier temps, des articles pour la presse. Il était un grand chroniqueur de la presse mauricienne pendant de très longues années. Il a été aussi quelqu'un qui a travaillé sur lui-même une introspection prolongée pendant des années pour essayer de comprendre quels étaient tous ces démons intérieurs qu'il appelait quelquefois ses anges dormants. Et enfin, ce travail de recherche qu'il a effectué, un gros travail d'érudition qui s'est concrétisé à la fin des années 60, excusez-moi, en 70, par le dictionnaire initiatique, ouvrage de référence pour un grand nombre de chercheurs dans le domaine de l'ésotérisme et des sciences de la religion. Hervé Masson, comme vous le savez, est né il y a 100 ans. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous réunis aujourd'hui, depuis le début de l'année, dans plusieurs événements. Et à sa naissance, il y a eu une fête tout à fait particulière en sa maman, Paula, la sœur de Monseigneur Mamet, qui, voyant arriver ce troisième enfant, s'est dit: mon premier sera un écrivain, mon troisième, qui était le second, puisqu'entre les deux, entre Loïs Masson et Hervé Masson, un enfant est né mais n'a pas survécu. Mon second sera peintre, et les autres seront musiciens ou prêtres, ou rien. Et Hervé, dès son plus jeune âge, allait quand même être dans une contestation permanente. Il fallait, non, le choix de sa mère, d'un écrivain, que l'écrivain fût Loïs, ne lui convenait pas. À plusieurs reprises, à ses amis, il dira: non, l'écrivain, c'est moi qui devais l'être. Et quand on regarde un peu le parcours suivi par Hervé, par cet artiste, on va s'apercevoir que quand même, il y a des moments clés où l'homme repose ses pinceaux et ses brosses pour s'asseoir derrière un bureau et commencer à écrire ou à taper sur sa petite Remington. Les toutes premières fois où Hervé va écrire, véritablement, pour un public, des lecteurs, eh bien, c'est à cause de la peinture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé un peu cette conférence « Du pinceau à la plume ». C'est pour se défendre contre des articles critiques extrêmement sévères de la part de Pierre de Sornay. Et Hervé Masson n'est pas homme à ne pas répondre à la critique, et notamment quand la polémique est engagée contre lui, et avec profond et très injuste à l'égard de ce qu'il faisait. Aussi va-t-il très vite répondre à Pierre de Sornay, prendre la plume et défendre sa peinture, défendre sa conception de l'art et défendre ses amis peintres qui se sont associés à lui et qui ont exposé ensemble en 47, en février 47, dans une exposition collective que André Le Cotter a baptisée l'exposition des peintres réformistes. Et c'est parce que Hervé va prendre la plume pour défendre sa conception de la peinture, la conception de ses amis, va prendre la défense des autres peintres qui vont exposer dans les années 48, 49 et 50, qu'il apparaît, qui prend en quelque sorte la tête de ce mouvement nouveau dans l'art, incarnant la modernité dans l'île. Hervé Masson, par sa volonté, grâce à sa plume,
devient le véritable chef de file de cette génération de peintres et d'artistes. Si vous consultez Advance de 49-50, vous allez découvrir plusieurs articles d'histoire artistique, d'histoire de l'art, rédigés par Hervé Masson à son retour de France après son premier voyage à Paris. Hervé prend la plume. Il prend la plume pour défendre Jacques Desmarais. Il prend la plume pour défendre Hugues de Jouvencourt. Il prend la plume pour défendre Frank Wilson. Il prend la plume pour défendre le cubisme. Il prend la plume pour défendre l'expressionnisme. Il prend la plume pour défendre et exposer ce qu'est sa conception de l'art naïf, ce qu'est sa conception de l'art en général, d'un tableau, de la peinture, et même il fait des monographies d'artistes comme Jérôme Bosch, comme Gauguin et autres artistes dont il a pu fréquenter les œuvres pendant son séjour parisien. Hervé Masson est donc entre comme chroniqueur à Advance en faveur de l'art. Mais il ne va pas s'en tenir à ça. On a un corpus journalistique considérable, car quittant l'île Maurice fin 50, le directeur du Mauricien, Raoul Rivette, lui confie, lui demande de tenir une correspondance la plus régulière possible lorsqu'il sera en France. Et il va devenir un chroniqueur d'une chronique qui va paraître bon an, mal an, d'une semaine à l'autre, ou quelquefois tous les 15 jours, mais pendant 11 ans. Hervé Masson va communiquer avec le public mauricien. Si bien que très souvent, il m'est arrivé de rencontrer dans le travail que j'ai fait de recherche au moment de l'écriture de la biographie, des personnes qui avaient le souvenir d'avoir été des grands lecteurs des chroniques d'Hervé Masson. Et pour eux, c'était un écrivain, un homme qui avait tenu une plume passionnante, faite non pas comme un journaliste. Hervé Masson n'a jamais été journaliste, en réalité. Ce chroniqueur était un chroniqueur de choses vues, un chroniqueur qui allait expliquer, raconter ses sentiments, qui allait raconter certains aspects de la vie, de sa vie quotidienne. Quelque chose continuellement subjectif. Il se confie aux lecteurs lointains que sont les Mauriciens. Et il se confie quelquefois très intimement. Après ces chroniques du Mauricien, au cours desquelles il a exprimé déjà quelques idées de ses sentiments sur l'avenir de l'île, ses sentiments politiques, dont je vous ai parlé au mois de février pour les personnes qui étaient là, à l'IFM. À ce moment-là, Hervé a commencé à glisser comme ça, qu'en France, il assistait à un grand moment de décolonisation, à une guerre d'Algérie, et qu'à travers cette guerre d'Algérie et à la décolonisation qui était entamée par les Britanniques, il s'était convaincu que l'île Maurice serait un jour indépendante, et il commence à l'exprimer dans le journal Le Mauricien, dès 1963. Ce qui va très vite poser problème à la rédaction du journal et l'amener à passer, à partir de début 64, au moment de la création de l'Express, à prendre une chronique et là, à devenir non plus cet écrivain de choses vues, de cet écrivain qui raconte un peu comment il est dans la vie parisienne, comment il voit les choses, qui n'ont rien à voir avec l'actualité. Je dirais que ces chroniques sont profondément inactuelles. Non, ce qui va commencer à poindre avec l'Express, c'est un politologue. C'est un idéologue d'abord. Quelqu'un qui a
commençait à travailler sur la politique, sur les écrits politiques, et qui entend donner des conseils à ceux qui s'engagent dans un combat pour mener vers l'indépendance de l'île. Et ces chroniques ont duré de 64 jusqu'en 70. Elles sont extrêmement nombreuses, puisque là, il écrit toutes les semaines. J'ai essayé d'en faire un décompte, mais j'ai renoncé, arrivé à 600 articles, ce qui est déjà un corpus considérable, et je n'ai pas jamais parcouru la totalité de ces articles. Ensuite, cet homme qui écrit pour un public de lecteurs, fidèles à un journal, eh bien, l'on sait que lorsqu'il s'est engagé dans le mouvement militant, il va prendre la direction d'un journal qui était une feuille qui paraissait irrégulièrement, va devenir quotidien. C'est le Militant, le quotidien Le Militant, dont il sera le rédacteur en chef pendant 6 mois, c'est-à-dire en 1971. Et là, il écrit tous les éditoriales et quelquefois un grand nombre d'articles qui paraissaient dans ce journal. C'est donc un homme qui a une spontanéité d'écriture, qui se met au travail dans l'esprit de polémique, dans l'esprit de répondre à des adversaires. C'est un homme qui est animé par la dispute. Et ça, cette dispute, elle est foncière chez lui. Elle est à l'origine de sa fratrie. Car dans la fratrie Masson, avec Loïs, l'aîné, lui qui était le cadet, et puis le frère André, et puis plus tard Lucien, il y a entre eux des débats permanents. La maison Masson bruit énormément des polémiques. Et les premières grandes polémiques qui sont connues ont lieu au moment où Mussolini fait entrer ses troupes en Éthiopie. Les uns prennent position pour le Négus, c'est le cas de Loïs Masson, et les autres pour Mussolini, et c'est le cas de notre ami Hervé, surprenant, mais il a pour lui d'avoir 15 ans à ce moment-là. Par la suite, Hervé va constamment chercher à se mesurer et à entretenir une polémique avec ses frères, avec sa famille, et ensuite avec ses meilleurs amis. Et un de ses grands amis sera Malcolm de Chazal. Entre eux, l'alliance repose sur un conflit qu'il mène à l'égard d'un environnement peu amène pour la poésie, peu amène pour l'art, et notamment la modernité dans l'art et la poésie, comme l'entendent les gens du Cénacle qui se rassemblent autour d'Hervé et de Malcolm de Chazal. Mais pour terminer la partie des écrits liés aux revues, aux journaux, dont je voulais un peu vous entretenir, une fois qu'il va quitter le Militant, une fois qu'il va rentrer en France, eh bien, il ne va pas désarmer. Et là, il accepte de tenir une chronique, il devient politologue. Politologue pour une revue qui s'appelle Africasie. Et dans Africasie, il s'intéresse à l'île Maurice, à ce qui se passe à Maurice, mais également à cette zone géographique, à cet ensemble géopolitique constitué par l'océan Indien. Et il va tenir cette chronique dans Africasie jusqu'à la fin des années 80, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Hervé Masson, bien sûr, va écrire obligé de justifier son art à un autre moment de sa vie. Au moment où, après avoir quitté Reclose, où il a tenté de commencer une carrière, je dirais, presque littéraire, Hervé, en effet, d'une part pour gagner sa vie, a accepté d'écrire un certain nombre de nouvelles et de petits récits pour des publications se trouvant autour de lui, mais surtout s'est lancé dans l'écriture d'un roman, d'un premier roman. Il a intitulé Le Capri Noir. Ce roman, il l'écrit
d'une façon régulière, il y passe beaucoup de temps, et en même temps, on a le sentiment qu'à ce moment-là, il est un peu déçu par les résultats de sa peinture, les méventes de ses œuvres, et il vient également d'accepter chez Ferenczi une traduction d'un roman de l'anglais qui s'appelle Amour sans amour, paru de Gérald Handley et paru aux éditions, je ne me souviens plus de l'éditeur. Voilà. Et ce roman traduit sa relation avec son frère et avec Malcolm de Chazal, à travers des personnages déguisés. De quoi s'agit-il, en fait? Il s'agit de prendre, c'est une histoire qui se passe à l'île Maurice, un homme a disparu, qui était un homme au service d'un grand propriétaire sucrier. Il a disparu après avoir trouvé un trésor. Le mythe du trésor mauricien est là déjà en place. Et le propriétaire terrien recrute un détective privé, quelqu'un qui se prétend détective et qui se substitue à un personnage écrivain célèbre et vient dans l'île pour se lancer à la recherche de cette personne qui a disparu. Son héros n'est autre que la projection de lui-même, et cela lui permet de régler quelques comptes à l'égard de son frère, et également d'organiser une rencontre tout à fait surprenante entre ce faux écrivain, qui est son héros, et puis quelqu'un qui a le portrait de Malcolm de Chazal. Hervé, là, semble n'avoir pas du tout apprécié la façon dont Malcolm avait rejoint la clique de ceux qui étaient devenus les courtisans lors de la visite de Georges Duhamel, l'académicien. Voilà. Et ça, il n'avait pas compris du tout, il n'avait pas accepté que Malcolm devienne un courtisan. Et son roman compte à travers ce récit, cet épisode de déception de la part de son ami. En même temps, on se trouve finalement les clés du roman. On découvre la grotte, et dans cette grotte, il y a là un complot qui est en train de se préparer par des extrémistes hindous qui entendent rattacher l'île Maurice à l'Inde, et grâce à ce détective, ce complot sera déjoué avec l'aide des services indiens, avec l'aide des services des hindous modérés et l'aide des services français et autres. Voilà, ce récit, Hervé, là, quand il est arrivé dans son nouvel atelier, au Petit Pré, à Créteil, là, l'a envoyé, et c'est Robert Canters, le critique littéraire, qui l'a reçu. Mais également, il l'a remis à l'éditeur de son frère, à Jacques Pechemort. Et là, il a attendu les résultats des lectures, et ces lectures n'ont pas abouti à ce qu'il y ait un projet éditorial pour ce roman. Donc, Hervé allait reprendre la plume, mais à ce moment-là, un homme est entré dans sa vie. On est en 59, et en 59, c'est Michel d'Auberville qui va le détourner de l'écriture pendant une quinzaine d'années. Bien sûr, parallèlement à tout ça, Hervé Masson a une passion d'enfance pour les choses un peu mystérieuses, pour acquérir des pouvoirs de magnétiseur, pour pouvoir être magicien. Il a lu, à cause de ça, un ouvrage, quand il était enfant, de Jean de La Hire, qui contait comment on pouvait
exercer de la communication de pensée, de la voyance, avoir des pouvoirs sur les êtres, et cela avait complètement passionné le petit enfant qui était Hervé. Et Hervé s'était jeté dans des lectures. Pour Hervé Messon, il y a une chose qui est une constante. Tout commence par la lecture. Le livre a dans sa vie une position maîtresse. Il commence sa peinture, mais en lisant André Lhote. Il commence l'hypnose après avoir découvert les textes du professeur Knoll. Il va s'engager dans la politique après avoir lu Karl Marx et les auteurs socialistes. C'est un homme de lecture, c'est un homme de bibliothèque, mais en même temps, ce n'est pas un rat de bibliothèque. C'est un homme de cabinet, et quand il est arrivé en France, Reclose va lui offrir une bibliothèque privée, remarquable, dans un logement qu'on a toujours appelé le château des Canches, où là, un aristocrate portugais avait hérité d'une collection de livres anciens considérable, et Hervé, tout en peignant, se plongeait dans la lecture de tous ces ouvrages qui allaient le piloter dans le monde de l'ésotérisme, dans le monde de la Kabbale, dans le monde de la philosophie et de la mythologie. Cette découverte est très importante pour lui, car son goût premier pour, comme je l'avais dit, pour la sorcellerie, il avait couru en apprenti ethnologue quand il était adolescent, fréquenter les sorciers pour recueillir des recettes éventuellement, et il les avait collationnées. On a des carnets où il a écrit toutes ces recettes. Et puis le goût de la magie. La magie et l'art pour lui étaient deux choses qui semblaient très voisines. Mais quand il va commencer ce travail d'érudition, il va s'éloigner lentement et d'une façon définitive, et bien indiqué dans sa préface du dictionnaire initiatique. Il n'y a là, dans ce dictionnaire, aucune recette magique, aucune place pour les sciences occultes, qui sont pour lui des choses tout à fait frelatées et à laquelle il ne peut plus participer. Il n'empêche que cet univers-là l'a toujours passionné, soit sérieusement, soit aussi par dérision, par moquerie de certaines personnes qui croyaient, par exemple, dans le spirit, auprès des spirites. J'ai remarqué comme René Guénon, combien la plupart des gens qui voyaient des réincarnations se voyaient dans des Napoléons, et ils étaient à l'appel des Napoléons, ou les monarques anciens, etc. Mais jamais le petit peuple. Sans doute, dit Hervé, c'est que le petit peuple avait réalisé son karma. Il n'avait pas besoin de se réincarner. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la partie où notre ami parle des choses vues dans ses chroniques, il y a un texte que je voudrais vous lire qui concerne justement son ami Malcolm. Au moment où il est à Paris, il apprend que Malcolm s'est mis à peindre et que Malcolm va faire une exposition à la Galerie Charpentier. C'est le Mauricien du mardi 11 juillet 1961. Sa chronique s'appelle « Le billet de Paris ». Malcolm de Chazal me cause bien des ennuis. Tout au moins, il m'occasionne bien des déplacements. Des lettres, des articles du Mauricien me l'ont appris. Malcolm de Chazal doit faire une exposition cette année à la Galerie Charpentier. Et naturellement, je suis anxieux de faire connaissance avec les tableaux de mon vieil ami, Malcolm, et éventuellement de faire le compte-rendu de son exposition parisienne. Je suis allé chez Charpentier en avril,
En mai, il n'y avait que celle extraordinaire de Jacques Villon. Je pense donc que les organisateurs de l'exposition de Malcolm de Chazal préféreront fixer la date de cette manifestation durant le mois d'octobre. Elle ouvrirait ainsi la saison chez les charpentiers, et cela lui conférerait d'autant plus d'intérêt. Quant à moi, cela me réjouirait d'autant mieux qu'en octobre, je dois moi-même exposer chez Bernheim Jeune, à 300 mètres à peine de Charpentier. La première exposition Malcolm de Chazal à Paris coïnciderait ainsi avec l'exposition la plus importante, 50 toiles d'assez grand format et une trentaine de gouaches que j'aurais faites dans cette ville. Par-delà 12 années et des milliers de kilomètres, nous nous retrouverions ainsi côte à côte, Malcolm de Chazal et moi, pour affronter le combat avec le public et la critique. Sur le plan strictement sentimental, cela me ferait réellement chaud au cœur. J'ai devant moi un très vieil article de Marcel Cabot, dans lequel il affirmait qu'il ne pouvait séparer dans son esprit Malcolm de Chazal d'Hervé Masson. À l'époque, cela m'avait beaucoup flatté, car, en dépit de quelques désaccords d'ordre purement spirituel et éthique, j'ai toujours professé une grande admiration pour Malcolm. Des années, nous avons lutté, épaule contre épaule. Malcolm un peu protecteur, moi un peu envieux. Malcolm plus fort que moi tendant de toute ma volonté à égaler Malcolm. Malcolm décortiquant le verbe jusqu'à sa substance la plus intime, moi prétendant creuser la forme et la couleur, et n'y parvenant guère, hélas. Ensuite, nos routes se sont séparées. J'ai quitté définitivement l'île Maurice, sans jamais l'avoir réellement connue, malgré mes 30 années d'existence mauricienne. Monolithique, Chazal a continué son combat avec Dieu, le préjugé et le sucre. Moins doué, plus compliqué, je me suis enfoncé dans la nuit de la réflexion et de la recherche. Ai-je définitivement trouvé? Je ne le pense pas. Chazal, de son côté, a-t-il abouti? De tout mon cœur et de toute mon amitié, je l'espère. Et au fond, que s'agit-il de trouver? Peut-être, tout bêtement, le trésor que nous-mêmes avons enfui au plus profond de notre inconscient, à cette profondeur presque insondable, où notre inconscient personnel plonge dans l'inconscient collectif, celui d'autrui autant que le nôtre. Quelle sonorité verbale, quelle forme, quelle couleur élémentaire gisent là, et sur quoi se bâtissent ensuite le langage, avec sa poésie, sa philosophie, le visuel avec son corollaire peinture et son prolongement sculpture. Quelles données préhumaines ou encore post-humaines ne grouillent-elles pas dans cet entonnoir renversé de la personnalité? Cette part de nous-mêmes, de notre conscient, que nous jetons au fond du gouffre si nous parvenons à la repêcher, nous revient enrichi, renouvelé, et c'est cela que nous nous proposons de révéler dans une œuvre. Le tout est de ne pas jeter trop de soi-même dans l'abîme, car ensuite, comment tout ramener sur la rive? Mais voici, à l'inverse de Malcolm de Chazal, quittant mon domaine de la peinture pour philosopher seulement, décidément. Malcolm, Hervé Masson. L'autre point sur lequel je voulais vous parler à ce propos, c'est effectivement Michel d'Auberville entrant dans sa vie, lui signant un contrat à la galerie, avec cette grande galerie, Bernheim Jeune d'Auberville. Hervé Masson va se lancer à nouveau dans la création plus intensément que jamais et abandonner pour quelque temps tous ses travaux littéraires et ses recherches. Il n'empêche que Michel d'Auberville a toujours pensé que ce qu'il y avait d'intérêt chez Masson, c'est que c'était un peintre qui pensait, c'était un peintre philosophe. Mais
arrive le moment où, après 2 grandes expositions dans la galerie Bernheim-Jeune, il se lance dans cette série de réflexions sur ce qu'est la forme, sur la couleur, et aboutit à ces métaphores. Et là, il doit justifier, il doit tenter d'expliquer ce qu'est pour lui ces métaphores. Pour le faire, il prend la plume et il compte sur un jeune écrivain, un jeune poète qui s'appelait Claude Azat. Et pour l'aider dans la présentation de ces métaphores, il se met à écrire une auto-biopsychographie. Un texte de 214 pages qu'il va remettre à Claude Azat, qui vit à Paris à ce moment-là, et que j'aurai la chance d'avoir en lecture au moment où je vais commencer à travailler sur cette biographie. Vous savez, le biographe a quelquefois dans son travail des coups de chance comme ça qui viennent. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai travaillé sur Serge Constantin, le sort m'a été vraiment m'a salué grandement en me faisant découvrir les journaux intimes de Serge Constantin qui étaient au fond d'une poubelle, encore dans un coin du grenier au-dessus du théâtre du Plaza. Et ici, nous avons les textes dans l'atelier d'Hervé Masson, tous les textes qu'Hervé a pu écrire, comme il tapait tout à la machine à écrire, il mettait un carbone et les carbones sont restés. Et il suffit de lire les doubles, les copies, pour savoir, pour connaître ses correspondances, pour connaître également les travaux sur lesquels auxquels il était attaché. Et dans cette auto-biopsychographie, on a là un homme qui révèle, comment dire, ses anges dormants, c'est son expression, mais aussi ses démons. On découvre qu'il y a là, parmi ces anges dormants, il y a le pontife, il y a le roi, il y a l'amant, il y a le peintre, bien sûr, mais il y avait aussi le marin, et tous ces personnages sur son théâtre imaginaire se querellent, se disputent, protestent contre l'impérialisme du peintre. Et je dirais qu'heureusement pour nous, c'est l'impérialisme du peintre qui s'est imposé à ces autres démons, à ces autres anges dormants. Mais cela fait de l'homme un homme sans arrêt, particulièrement en conflit avec lui-même, en conflit parce qu'il y a des courants en lui-même qui s'affrontent et qui le contestent. Si bien, quand il va arriver à la fin de cette période des années 60, on peut trouver dans ces textes, justement, comment cet impérialisme de la peinture, il faut y mettre un terme. Et c'est le désir de pontife, le désir de roi qui surgit et qui va l'entraîner, le faire basculer vers la politique. Et quand il va revenir, sortir de cet épisode politique, il se met dans l'écriture d'un autre texte autobiographique qu'il intitule Léonard ou la déchirure. Dans Léonard ou la déchirure, c'était également un texte non publié et peut-être impubliable. Hervé tente de faire le bilan de la raison pour laquelle il s'est engagé dans ce combat politique, qu'il a mené loin de la peinture, qu'il lui a fait cesser ses recherches picturales. Et sa réponse, il l'attribue à ce démon, ce désir qu'il avait depuis fort longtemps, depuis son enfance, quand il contestait l'intervention de tonton père, c'est-à-dire de celui qui allait devenir Monseigneur Mamette, le frère, son oncle, qui intervenait dans les affaires de sa famille. Et déjà, quand il était jeune, il avait déclaré un jour, ayant appris que l'évêque avait au-dessus de lui une hiérarchie, que c'est la hiérarchie, il y avait le pape. Hervé avait décidé, moi plus tard je serai pape. Pape, comme ça tu devras
tu m'obéiras. Et alors, on lui avait répondu, mais mon cher Hervé, tu as peur des chiens. Sache que au Vatican, il y a une meute de chiens. Alors Hervé avait dit, bah, puisque c'est comme ça, je serai roi. Et c'est ce démon-là qui vous taraude intérieurement et qui va ressortir et qui va, en quelque sorte, à un moment donné, vouloir balayer l'impérialisme du peintre qui est en lui-même. Évidemment, tout ça fait partie de ces textes non imprimés, ces textes que, dans l'intimité du travail d'un chercheur lancé sur la biographie d'un artiste, peut trouver et peut vous révéler. Et c'est un peu ce que j'ai tenté dans l'ouvrage que j'écris sur la biographie d'Hervé Masson. Mais venons-en aux textes qui ont paru. Et il faut bien reconnaître que ces textes qui vont paraître après que l'artiste ait passé l'âge de 50 ans. Le premier de ces textes à paraître, c'est naturellement cette somme qu'est le dictionnaire initiatique. Or, vous savez qu'un dictionnaire, généralement, c'est une œuvre collective. Il y a toujours plusieurs auteurs. Eh bien non. Chez Hervé, le dictionnaire initiatique, c'est le fruit de 20 années de notes, de 20 années de lecture, de 20 années patiemment accumulées. Et je dois dire, rappeler, Hervé Masson est autodidacte. Hervé Masson n'a pas fait d'études supérieures. Hervé, à 15 ans, a quitté l'école pour entrer, pour travailler au bord de Curpip, dans le service de la comptabilité. Sibylle, son épouse, m'a dit, mais moi, je n'ai pas épousé un peintre, j'ai épousé un comptable. C'est que la peinture est arrivée après le mariage d'avec Sibylle. Et le besoin d'écrire, c'est également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la nécessité de justifier cette nouvelle activité et de la défendre dès lors qu'il va cesser de faire des petits paysages. Eh bien, le bilan de toutes ces lectures pendant des années sur un domaine qui le passionne va aboutir au dictionnaire initiatique grâce à la rencontre de quelques personnes importantes dans sa vie. D'une part, il s'agit d'un prêtre syriaque qui s'appelait Amadou, Robert Amadou. Ensuite, d'un chercheur de CNRS qui s'appelait Serge Hutin. Ces deux hommes étaient férus dans le domaine des sciences ésotériques, férus dans le domaine de la Kabbale, et allaient le piloter. Amadou dirige une revue très importante dans ce domaine qui s'appelle la Tour Saint-Jacques. Il va demander d'abord à Hervé d'écrire des articles sur l'opium et la magie. Et comment l'opium et pas la magie, mais l'ésotérisme, comment, sous l'effet de l'opium, il a des visions qui lui révèlent un certain nombre de vérités. En fait, rien ne dit vraiment que ces visions aient existé et que Hervé ne se soit pas joué de ses amis à l'époque dans un premier temps. Effectivement, la Tour Saint-Jacques a publié ses textes sur l'opium et ensuite va lui en demander d'autres. Et finalement, c'est le côtoiement de Amadou et le côtoiement de Hutin qui vont le déterminer à vouloir vivre l'expérience de l'initiation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que l'initiation pour Hervé Masson? C'est une nouvelle expérience. Depuis sa plus tendre enfance, Hervé court derrière des expériences que d'autres n'ont pas vécues, lui veut les vivre. Il est allé chez les sorciers, il est devenu un sorcier. Il a découvert l'hypnose, il pratique l'hypnose. Et il organisait des réunions publiques d'hypnose avant de quitter, juste au début de son mariage, avant de se lancer dans la peinture.
Et il va continuer. Quand il arrive à Paris, sa première exposition, quelqu'un a dit que ce peintre pratiquait l'hypnose. Une journaliste communiste, donc marxiste, matérialiste, pense que tout ça c'est du baratin. Et au milieu du vernissage, Hervé l'endort. C'est elle-même qui raconte cette expérience dans son journal, l'Action, journal du Parti communiste de l'époque. Donc, il ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et il pratiquera comme ça pour ses amis. De même, quelquefois tente-t-il, il estime qu'il a du magnétisme, qu'il peut être un magnétiseur, qu'il peut guérir, et il essaie. Et certaines personnes estiment qu'ils ont été guéris par lui, par des impositions de main. Ce personnage va donc, curieux de toutes ces choses, va toujours franchir les tabous, repousser les tabous. Et là se lance, qu'est-ce que c'est qu'être un initié? Donc, on lui offre la possibilité d'entrer dans la Grande Loge de France. Et cela se passe en 65. En 65, au moment, peu après son exposition sur les métaphores, où il s'était déjà posé la question de l'existence d'un inconscient collectif, de l'inconscient qui, contenant des formes, des archéformes, et que ces archéformes pourraient appartenir à son propre inconscient individuel, mais aussi se retrouver dans l'inconscient collectif. Et dans ce souci-là, il accepte de devenir apprenti de la Grande Loge de France et raconte dans un texte dont j'ai publié quelques extraits il n'y a pas longtemps, ses premières impressions d'initié. Puis très vite, à cause de tous ces travaux qu'il a fait depuis les années 50, eh bien, il va grimper les échelons au sein même de la franc-maçonnerie. Et il va arriver au stade, après passer compagnon, il va devenir maître. Et là, très tôt, son souci, c'est de rejoindre Amadou dans le martinisme. Le martinisme, pour entrer dans cette obédience, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et là, à l'intérieur du martinisme, il grimpe encore les échelons. Toujours pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel est le sens profond de ces initiations, de ces lieux où une tradition très ancienne est colportée. Et c'est la raison pour laquelle il a accepté la franc-maçonnerie et qu'il accepte le martinisme, c'est qu'il voit que ce sont des obédiences qui sont l'héritage d'une grande tradition. Et ce qui passionne en fin de compte Hervé, et qui va conduire son écriture et sa recherche à partir des années 70, c'est la gnose. C'est la connaissance comme d'une tradition gréco-orientale. Et il va de cette grande tradition dont la survivance, lui, a semblé être conservée par la franc-maçonnerie. Cette tradition va l'amener à conduire, à écrire ces grands ouvrages que sont la gnose une et multiple et ensuite l'homme équateur. Alors, pourquoi la gnose me passionne tellement? La gnose, c'est une quête de la connaissance. Et surtout, dans un premier temps, on parle des gnostiques à l'occasion des premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens et les gnostiques, dans un premier temps, au IIe siècle, se sont trouvés combattus par les pères de l'Église et ont souvent, leurs écrits, leurs textes ont disparu, ont été anéantis. Mais des traces ont survécu jusqu'à nous et l'on a gardé de la gnose simplement le souvenir de cette période historique des gnostiques du IIe siècle. Or, Hervé voit dans la gnose une chose qui a préexisté à la chrétienté, qui a préexisté aux gnostiques du IIe siècle, et qui était le point commun
de toutes les pensées, toutes les philosophies orientales et occidentales antérieures. C'est ainsi qu'il se passionne parce que cela le renvoie dans les difficultés posées par la situation même de l'île Maurice, de ses diversités religieuses, et de voir qu'au moins, si l'on pouvait s'élever vers la gnose, qui était universelle et qui était unique, qui était au fondement, à la source de la plupart des religions, il y avait là le moyen de retrouver une unité fondamentale entre les différents secteurs de la population mauricienne, entre les différents religieux, entre les différentes croyances qui animaient intensément son pays natal. Et que vous dire de plus quand on a abordé cette question de la gnose, si ce n'est vous inviter à ouvrir un de ses ouvrages. Le testament littéraire d'Hervé Masson, c'est d'abord L'homme équateur. L'homme équateur, où il tire la conséquence de toutes ces initiations qu'il a suivies, qu'il a vécues intensément, pour aboutir à ceci. Méfions-nous des prêtres, méfions-nous des gourous, des maîtres à penser. Nous devons pratiquer l'auto-initiation, c'est-à-dire un travail sur nous-mêmes et trouver au sein de nous-mêmes, dans une introspection sérieuse, la voie vers la connaissance. Je vous remercie de m'avoir écouté.